nature du lien ancestral. Oh, naughty by nature. Beautiful by nature. Naughty by nature. Beautiful by nature. Ça vient des profondeurs. La racine a dit longueur. J'ai assassiné mes peurs. Le crime a sa splendeur. Parfois je veux tout brûler. On me dit, là-bas, calme-toi. Disais tout éparpillé. On me dit, il a un maman. L'ennemi n'attend que ça vous prend. Tu vas te faire balancer. Alors ça bouillonne en moi. Je fais des rêves d'équilibre et de justice. Ma vie est un cycle et son karma. Un putain de vidéo game. Va ta couille à là-bas. La doit ta paix. Et où la paix pas immédiat. Pas mal à dodo. Mon micro à coca. Un jour tu comprendras la profondeur de mes choix. Ces choses qui nous dépassent. La nature du lien ancestral. Oh, naughty by nature. Beautiful by nature. Naughty by nature. Beautiful by nature. Bonsoir, très chers abonnés de TPLP TV, très chers amis. Nous sommes heureux de vous retrouver en cette édition de votre émission préférée, Ivoire Actu Politique. Nous avons aujourd'hui le plaisir, l'honneur de recevoir une figure emblématique de la société civile en Côte d'Ivoire. Elle se nomme Puchéry Gbalé. Elle nous fait aussi l'honneur de passer tout le temps de cette émission avec nous. Alors, toutefois, avant de la présenter, elle est présidente d'un mouvement qui s'appelle Organisation alternative de société ou citoyenne ivoirienne, donc l'ACI, si je le prononce bien. Alors, Madame Puchéry Gbalé, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Bonjour. Ok, super. Ok, alors vous avez le bonjour de notre très chère invitée, Madame Puchéry Gbalé. Alors, on a aussi en voix off la régie. Est-ce que la régie nous reçoit? Oui, bonsoir, je vous reçois. Moi, je suis la petite voix de TPLP et je serai avec vous tout au long de cette émission. Donc, sachez que ça va être une émission de qualité, je sais déjà. Donc, tout au long de cette émission, pour vous signaler dès que quelqu'un intervient en ligne et aussi m'assurer du bon déroulement technique depuis la régie. Donc, n'hésitez pas à intervenir en direct tout à l'heure. Bonne émission à tous. Merci, la régie. Alors, pour les connaisseurs, vous avez sûrement reconnu la voix. Donc, c'est la voix de la régie. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur la page de TPLP TV. Tout le long de cette émission, vous aurez l'occasion de poser vos questions en appelant au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran, donc le 07 58 89 94 64. Alors, revenons à notre très cher invité. Alors, Madame Puchéry Gbalé, le 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Alors, est-ce que selon vous, est-ce que vous pensez que les femmes en Côte d'Ivoire ont encore le droit ou est-ce que les femmes sont suffisamment mises en avant en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire merci à TPLP TV de m'avoir invité. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, par rapport au 8 mars, ce qu'on peut dire, c'est que en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de lois, de bonnes lois qui ont été prises, mais elles n'ont pas été suffisamment vulgarisées. Donc, beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits, elles n'ont pas connaissance de leurs droits, donc évidemment, elles n'en usent pas. Ça, c'est un point. Ensuite, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour garantir la formation des femmes, encore moins
leur encadrement en cas de problèmes comme les violences conjugales, comme les violences domestiques, enfin, elles n'ont pas suffisamment de sécurité en fait. Et donc, au niveau politique, on parle de 30% de représentativité, c'est dans la loi, mais ce n'est pas aussi appliqué, vous le constaterez. Hein, à l'Assemblée nationale, on a 13% de femmes. Dans les partis politiques, même les femmes n'ont pas suffisamment de postes importants. Mais bon, on espère que les choses vont évoluer dans le bon sens. Alors, c'est dit, on espère que les choses vont évoluer dans le bon sens pour le droit des femmes, pour que le droit des femmes soit respecté en Côte d'Ivoire. Alors, sans toutefois attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et évidemment que cette émission a un caractère politique. Alors, Madame Puchéry, vous qui êtes leader d'un mouvement de société civile, on sait que la société civile, c'est un regroupement de toutes sortes d'Ivoiriens, de bords différents, de religions différentes et tout. Alors, pour vous, comment est-ce que vous percevez aujourd'hui le fait que le président Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, ne soit pas sur la liste électorale et ne peut même pas élire le maire de sa ville natale? Comment est-ce que vous voyez cela en tant que président de mouvement de société civile? C'est une très grave injustice que le nom du président Laurent Gbagbo ne soit pas inscrit sur la liste électorale pour la simple raison que lorsqu'il a été acquitté le 15 janvier 2019 à La Haye, en septembre, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris un arrêt, une ordonnance pour demander que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Et comme les juridictions internationales sont au-dessus des juridictions nationales, en fait, quand on demande qu'on mette son nom sur la liste, ce n'est pas un service qu'on demande au pouvoir en place, c'est juste de respecter l'arrêt. Voilà. Et donc, c'est une injustice dont il est victime et on espère que les choses rentreront dans l'ordre avant les élections. Ok. Alors, pour vous, les choses rentreront dans l'ordre avant les élections. On espère. Alors, pour... Ok. Je On ne va rester l'affirme pas, ça optimiste, ne on dépend pas espère. de moi. Alors, ça dépend de qui? Ça dépend de la CEI peut-être ou de qui est-ce que ça Non, dépend? la CEI est petite dans l'affaire. La CEI ne décide de rien, elle exécute ce que le gouvernement décide. Ça dépend de la bonne volonté du gouvernement ivoirien, c'est tout. Ok. Alors, ça dépend de la bonne volonté du gouvernement ivoirien. Cela est dit, alors on va encore avancer dans notre débat. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette coalition qui a eu lieu il y a quelques jours entre partis d'opposition ivoirienne? Donc, on a eu Cap Côte d'Ivoire face à cette actualité politique brûlante. Est-ce que vous pensez que cette coalition pourrait apporter une solution ou apaiser les ardeurs de tout un chacun dans ce champ politique qui bouillonne? Bon, nous faisons partie de ceux qui avons appelé de tous leurs voeux une certaine, on va dire, unité d'action de l'opposition par rapport à tout ce qui conditionne des élections inclusives, transparentes et apaisées. C'est dans ce cadre que nous-mêmes avons créé un comité de réflexion au niveau de la société civile et nous menons les actions que nous pouvons. Et donc, en ce qui concerne l'opposition, c'était vraiment malheureux de voir que chaque parti luttait de son côté alors qu'il y a des causes communes que tous les partis de l'opposition devraient défendre. Donc, nous sommes très heureux que cette coalition ait vu le jour et on attend de voir ce qu'elle va mener comme action pour juger véritablement de la pertinence de cette coalition. Ok. Merci pour votre réponse. Alors, toujours dans l'actualité, il y a eu la loi qui a été votée contre les mouvements de société civile à l'Assemblée nationale ce 10 mars 2025. Est-ce que c'est quoi votre appréciation de cette loi qui a été votée? D'aucuns disent que cette loi porte atteinte à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est une tentative de le parti ou le pouvoir en place veut museler les mouvements issus de la société civile. Qu'est-ce que vous pensez de cette ordonnance-là?
D'accord. C'est bien d'avoir fini votre question par l'ordonnance. En réalité, ce n'est pas encore une loi, c'est une ordonnance et elle pose problème à plusieurs niveaux. Elle pose problème à plusieurs niveaux. Dans la forme, c'est déjà pas normal que le chef de l'État ait pris cette ordonnance. Pour la simple raison que depuis 2019, il y a une loi qui était en cours d'élaboration. Jusqu'à présent, les organisations de la société civile étaient gérées par la loi 1960-315 du 21 septembre 1960 et les gens ont trouvé que cette loi était devenue caduque. Donc, en 2019, l'Union européenne a financé le ministère en charge de l'Intérieur pour pouvoir élaborer une nouvelle loi. Et donc, il y a des consultations qui ont été faites auprès des organisations de la société civile, dont nous-mêmes, et le dernier atelier s'est tenu en septembre 2021. Donc, à l'issue de cet atelier-là, on attendait que le ministère de l'Intérieur propose un avant-projet de loi qui allait encore être discuté en atelier, qui devrait en principe prendre compte des premières observations qui avaient été faites, des premières propositions qui avaient été faites. Donc, à notre grande surprise, après septembre 2021, il n'y a plus eu d'activité jusqu'à ce que le 12 juin 2024, on ait la surprise de cette ordonnance. Et ce n'est pas normal que ce soit une ordonnance parce qu'on nous fait regresser. L'ordonnance est inférieure à une loi. On était régi par une loi. L'ordonnance relève du domaine du règlement. Et pour prendre une ordonnance, il faut en principe s'adosser sur une loi d'habilitation. À notre connaissance, la seule loi d'habilitation dont bénéficie le président de la République lui a été accordée en 2013 et c'était pour la mise en œuvre de son programme de gouvernement. Les droits et libertés ne font pas partie de ce programme de gouvernement, donc cette ordonnance-là n'est adossée à aucune loi d'habilitation. Ça, c'est la première violation. La seconde, c'est qu'on regresse. On ne peut pas passer de l'élaboration d'une loi à une simple ordonnance. L'ordonnance relève de la volonté seule du président de la République. C'est pour cela qu'elle doit passer à l'Assemblée nationale pour ratification afin de devenir une loi. L'autre problème, c'est qu'on ne devrait pas élaborer un texte pour une corporation sans impliquer les acteurs de cette corporation. Il se trouve que cette ordonnance-là a été élaborée sans consulter tous les acteurs de la société civile. Vous avez vu que notre groupe, qui comporte plus d'une trentaine d'organisations de la société civile, s'est plaint. Récemment, les organisations religieuses également se sont plaintes parce que l'ordonnance concerne les ONG, les fondations et les organisations cultuelles. Et donc, ils n'ont pas associé les acteurs de ce secteur-là à l'élaboration de cette ordonnance, ce qui fait qu'elle contient beaucoup de biais et elle contient beaucoup de portes ouvertes aux injustices. Et donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on entre dans les détails, mais en tout cas, elle est liberticide. Oui, allez-y, rentrez dans les détails, histoire d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. D'accord. On va peut-être relever 5 points. Le premier point, c'est par rapport au fait que les gens n'ont pas été consultés. Les organisations de la société civile et les organisations culturelles n'ont pas été consultées. La deuxième chose, c'est que dans le fond, il y a un problème. Le premier problème, c'est déjà même dans les définitions. Dans les définitions, dans l'article 1 de cette ordonnance, on dit que une organisation de la société civile ne doit avoir aucun lien avec un parti ou un groupement politique. Mais on n'explique pas la notion de lien. Le lien là, qu'est-ce que ça veut dire? On a des liens familiaux qui ne dépendent pas de notre volonté. Ça veut dire que je peux avoir un enfant, un frère, un conjoint qui est politique. Ça, c'est pas ma faute, mais j'ai un lien avec cette personne. On a des liens dans la vie professionnelle. Nous sommes tous des acteurs de l'espace démocratique, politique comme société civile. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons plus le droit de participer à des activités ensemble, de mener des réflexions ensemble, de faire des coalitions? Enfin, c'est pas précisé. Et tout le monde sait qu'une loi qui est imprécise n'est pas bonne. Donc, il y a déjà ça comme problème. Un autre problème, c'est que dans l'article 22, on peut dissoudre une organisation de la société civile en conseil des ministres.
Rien que par la volonté d'un conseil des ministres, on peut dissoudre une organisation de la société civile. C'est comme ça que la FESI en a été victime. Vous avez vu ce qui s'est passé. Un étudiant a été assassiné, ce qui est très déplorable, mais la responsabilité de la FESI n'est pas encore prouvée, puisque l'instruction est en cours. Les mises en cause ne sont pas encore jugées. Est-ce que parce que même si quelqu'un est responsable de la FESI, il aurait commis quelque chose, ça engage forcément la FESI? Non, pas du tout. La FESI est une organisation. Un individu, comment on dit ça, la responsabilité en droit est individuelle. Voilà, donc ce n'est pas parce que quelqu'un de la FESI est soupçonné de quelque chose, parce qu'on ne l'a pas encore jugé, sa culpabilité n'est pas établie, qu'on va dissoudre une organisation et 14 autres organisations qui n'ont rien fait. Donc là, déjà, vous voyez que l'ordonnance est déjà utilisée pour porter atteinte à la liberté d'association et donc à la liberté d'expression. L'autre chose, c'est que la société civile n'est pas un prolongement de l'administration. Nous sommes un contre-pouvoir. C'est vrai que c'est le ministère de l'Intérieur qui nous donne nos agréments, mais nous ne leur sommes pas soumis. C'est pour ça qu'on parle d'organisation non gouvernementale. Donc, par rapport à son rôle régalien, le ministère de l'Intérieur peut demander un rapport annuel à toutes les organisations, c'est tout à fait normal. Ils nous ont donné un agrément, c'est normal qu'ils sachent ce qu'on fait. Mais de là à s'autoriser des visites inopinées dans les sièges des organisations pour faire des contrôles, là, il y a un problème. Il y a une ingérence très grave qui ne devrait pas être. L'autre chose, c'est que depuis 2015, la Côte d'Ivoire a une loi sur le terrorisme. Depuis 2016, la Côte d'Ivoire a une loi sur le blanchiment d'argent. Et ces lois-là s'appliquent à tous les citoyens. Donc, aux responsables des ONG ou des OSC. D'où vient-il que dans une ordonnance qui est censée organiser la société civile, on vient parler de terrorisme, on vient parler de blanchiment d'argent, comme si les lois qui avaient été votées là ne s'appliquaient pas à tous les citoyens. Il y a un problème. Il n'y a pas eu d'antécédent en Côte d'Ivoire qui prouve qu'une organisation de la société civile aurait trempé dans le terrorisme, aurait fait du blanchiment d'argent. D'où vient-il qu'on le fasse ainsi? Maintenant, on dit que c'est une loi pour organiser la société civile. Dans ce texte-là, on ne définit pas la société civile, on ne parle pas de ses droits, alors que l'article 26 de la Constitution consacre la société civile. Même cet article-là n'est pas cité. Donc, il y a un problème. Ça ressemble beaucoup plus à un code pénal bis qu'à une vraie loi qui devrait régir une corporation. Donc, nous avons demandé que des discussions soient ouvertes avec les organisations qui n'ont pas été impliquées pour qu'on puisse améliorer le contenu de cette ordonnance. Malheureusement, comme nous sommes dans un pays où on aime les passages en force, on n'a pas été écouté et cette ordonnance a été déposée sur la table des députés et c'est évident que ça va être ratifié sans problème puisque le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Merci beaucoup pour tous ces détails. Alors, entre les ordonnances qui sont biaisées, entre la fragilité on va dire, au niveau des lois qui régissent les associations et les corporations issues des sociétés civiles et tout. Donc, on comprend que effectivement, la liberté d'expression est, on va dire, restreinte et réduite en Côte d'Ivoire, en quelque sorte. Et pour abonder dans ce sens, pour continuer dans cette même veine-là, nous allons parler de l'actualité qui a eu lieu, de l'actualité de cette semaine plutôt, au niveau du parti des Oufouettistes pour la démocratie et du développement en Côte d'Ivoire qui s'est indigné face aux incarcérations abusives en Côte d'Ivoire des membres issus des partis d'opposition. Donc, vous, en tant que responsable du mouvement de société civile, quel est votre regard face à ces incarcérations abusives en Côte d'Ivoire? Vous savez, en Côte d'Ivoire, rares sont les secteurs d'activité où tout va bien. Là, on est en train de parler des incarcérations abusives,
mais il y a même aussi les détentions abusives. Mais comme vous avez parlé des incarcérations abusives, on va d'abord en parler. Le fait est que nous sommes dans un pays où l'incivisme commence par l'État lui-même. L'État lui-même ne respecte pas les lois. L'État lui-même ne permet pas l'application des lois. Il y a un problème. En effet. Donc, dans l'article 20 de notre Constitution, il est écrit clairement qu'il y a la liberté de réunion, d'association et de manifestation pacifique. Depuis 2020, dans ce pays, si vous organisez une manifestation pacifique, elle n'est jamais autorisée par les autorités alors qu'on n'a pas besoin de leur autorisation. La Constitution nous soumet à déclaration. Vous déclarez à l'autorité que vous voulez manifester et l'autorité prend les dispositions pour vous encadrer. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais non seulement on a rendu le code pénal anticonstitutionnel pour empêcher les gens de manifester, parce que dans le code pénal des articles 196 à 199, on soumet les manifestations à autorisation, ce qui est contraire à la Constitution. La deuxième chose, c'est que dans ce pays, il n'existe plus de présomption d'innocence. Quelqu'un se lève, il vous accuse de n'importe quoi, sans preuve, on vous prend, on vous emprisonne. Et c'est pendant que vous êtes en prison qu'on cherche maintenant les preuves de ce dont on vous accuse. C'est très grave. Et c'est tout ça qui ouvre la porte à des arrestations abusives. Voilà. Donc, comme vous vouliez qu'on parle des arrestations abusives, on va s'en tenir à ça, mais c'est de dire que si vous voulez manifester ou montrer votre attachement au parti au pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez manifester ou dénoncer un problème, on ne vous autorise jamais à le faire. Donc, et l'opposition et la société civile n'est pas libre d'organiser des manifestations pacifiques parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression, parce que les lois même sont anticonstitutionnelles, parce que dans le système judiciaire, on ne travaille pas selon les lois. On travaille selon la volonté politique. Ok. Alors voilà qui est clair. Donc, on comprend qu'il y a des vices de procédure dans l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire, ce qui favorise des arrestations abusives de nos concitoyens. Donc, ce qui est très dommageable. Donc, on espère que les choses vont évoluer. Alors, on arrive à la deuxième partie de notre émission, mais bien avant cela, nous allons inviter tous nos téléspectateurs à liker, à partager cette émission sur la page de TPLP TV, à s'abonner parce qu'on aura toujours des invités de marque et à travers cette émission, vous pouvez déjà donner votre point de vue sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran via WhatsApp, le 07 58 89 94 64. Alors, n'hésitez pas également à poser vos questions directement à notre invité. Elle saura vous répondre ou à revenir sur les thèmes qui ont été débattus jusqu'à là. On va poursuivre. Alors, Madame Puchéry-Balé, nous sommes à l'aube de cette élection tant attendue en Côte d'Ivoire. Donc, vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous pensez de, on va dire, de cette période? Quels sont les défis auxquels sont confrontés les mouvements issus de la société civile et quelles sont les perspectives? Donc, ces deux questions en une, je sais que vous allez pouvoir répondre à cela. Les défis au niveau de la société civile sont liés à notre liberté d'expression. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Ils ont pris une ordonnance pour pouvoir nous bâillonner, ce qui n'est pas normal. Parce que dans un espace démocratique sain, il y a trois catégories d'acteurs. Il y a le régime en place, il y a l'opposition politique et puis il y a la société civile. Et chacun a son rôle. Nous, en tant que société civile, notre rôle est un rôle de contrôle citoyen de l'action publique.
C'est-à-dire que tout ce que font les gouvernants, nous devons avoir un regard critique pour faire des propositions. Et c'est ce que nous faisons. Malheureusement, nous ne sommes pas dans une démocratie. Parce que si nous étions dans une démocratie, nous serions libres de nous exprimer, nous serions libres de manifester quand c'est nécessaire. Parce qu'il y a une graduation dans les moyens d'action dont dispose la société civile. Il y a les plaidoyers, mais les plaidoyers, c'est pour on les fait avec des gouvernants qui ont des oreilles pour écouter. Mais quand il n'y a pas d'écoute, on passe à des actions de rue, on passe à des sit-ins, on passe à des marches, ça dépend. Mais ici, ce n'est pas autorisé. Donc, le premier défi auquel la société civile est exposée, c'est comment jouer son rôle dans un contexte où les libertés sont restreintes. Maintenant, de façon globale, pour que ces élections-là se passent bien, il aurait fallu un dialogue politique. Parce qu'on s'en va à des élections comme si tout allait bien, alors que rien ne va. Le dernier dialogue politique a pris fin en mars 2022. Non seulement les résolutions de ce dialogue n'ont pas été appliquées, mais ce dialogue-là avait prescrit un comité de suivi qui n'a jamais fonctionné. Et on s'en va à des élections dans un contexte où il n'y a pas de dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir, alors qu'il y a plusieurs problèmes qui sont là. On a un problème d'inclusivité des candidats, un problème d'inclusivité des électeurs, un problème de crédibilité du scrutin. On a tous ces problèmes-là, sans parler de tout le tableau socio-économique qui est très noir, parce que les Ivoiriens souffrent. Donc, normalement, on devrait organiser un dialogue politique pour parler de façon ouverte et sincère de tous ces problèmes-là, de sorte à trouver des solutions qui puissent désamorcer les sources de conflit. Malheureusement, le pouvoir en place est fermé à ce dialogue. Heureusement, l'opposition commence à se regrouper. On verra bien ce que tout ça va donner. Mais en tout cas, il y a de nombreux défis et les perspectives ne sont pas évidentes quand il n'y a pas d'ouverture pour le dialogue. Alors, est-ce que vous craignez en quelque sorte ce qui s'est produit en 2020, c'est-à-dire les crises préélectorales? Est-ce que vous pensez qu'en 2025, on aura affaire à ces crises-là ou des crises peut-être post-électorales? Qu'est-ce que vous pensez 2020 même, c'est bon, je parce pense qu'il y a eu moins d'impact. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de créer le même contexte de 2010, où officiellement, on a eu 3000 morts. Je dis bien officiellement, parce que nous savons tous qu'il y a eu plus de morts que ça. Et c'est le contexte de 2010 là qu'on est en train de reproduire. Un contexte où il y a un candidat important qui n'est pas sur la liste électorale, un contexte où il n'y a pas de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Les gens ont déjà commencé à avoir les violences verbales. Un contexte où on instrumentalise la justice contre les opposants et contre la société civile. En tout cas, un contexte où la CEI ne joue pas son rôle. Même le minimum d'organiser des révisions de la liste électorale annuelle, elle n'est pas capable de l'assurer. Il y a un problème. Donc, le contexte, il est pire que tous les autres contextes que nous avons connus. Oui. Alors, avant de continuer, vous avez parlé de la CEI. Est-ce que vous ne pensez pas que, parce que la CEI, lorsqu'on leur a demandé de faire la révision de la liste électorale, en sa réponse, elle a dit que elle pouvait faire la révision de la liste électorale avant ou après les élections. Donc, c'est au choix si elle décide de faire la révision de la liste électorale après les élections. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que certes, on les accuse de refuser de faire la révision de la liste électorale, mais elle est libre de décider d'avant ou après. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette position-là? Nous pensons que c'est une manifestation de mauvaise foi. L'article 6 du Code électoral prescrit une révision annuelle. Malheureusement, on n'a pas précisé la période à laquelle on devrait le faire. Mais si la CEI était dans une logique de faire en sorte que tous les citoyens
et toutes les entités qui sont concernées par les élections lui fassent confiance, elle aurait eu l'intelligence d'organiser, de s'arranger pour organiser toutes les RLE annuellement. D'abord, ça c'est le premier problème. Parce qu'elle a fait une RLE en 2020, elle n'en a pas fait en 2021. Elle a fait une RLE en 2022, elle n'en a pas fait en 2023. Aujourd'hui, elle fait une RLE en 2024 et elle ne voulait même pas en faire en 2025. C'est avec l'insistance des uns et des autres qu'elle a finalement dit qu'elle le ferait, mais après l'élection présidentielle. Mais quel sens aurait cette RLE quand on sait que l'élection présidentielle est l'élection la plus importante? Quel sens aurait cette RLE après octobre 2025 quand on sait qu'il y a des biais dans la RLE 2024 qui mériteraient d'être corrigés avant l'élection de 2025? Ça veut dire que la CEI même travaille à perturber le climat électoral. Donc, c'est de la mauvaise foi que de dire que ce n'est pas possible. L'autre chose, c'est qu'en 2015, là, on a fait la RLE en juin. En 2020, on a fait la RLE en juin. Et ils se sont arrangés pour programmer la RLE 2024 de sorte à ce que la liste définitive soit publiée la mi-juin. Mais on peut toujours programmer une RLE 2025 si on le veut. C'est une question de volonté politique. Et comme c'est le gouvernement qui décide pour elle, elle a prouvé à plusieurs reprises, mais qu'il se mette, en tout cas qu'il se revoie, qu'il se ressaisisse et que cette RLE 2025 là, soit programmée. Même en juin, c'est encore possible. Donc, il ne faut pas qu'il nous raconte des histoires. Cette RLE-là, elle est nécessaire. Elle est absolument nécessaire et il faut qu'elle se fasse. Et c'est en cela que cette nouvelle coalition de l'opposition qui s'est créée là, nous espérons qu'elle va insister dessus. Nous, en tout cas, en tant que société civile, on insiste. Et on insiste pour plusieurs raisons. Parce que tout à l'heure, on parlait d'inclusivité des candidats, mais il y a aussi une exclusion au niveau des électeurs qui sont liés au biais de cette RLE 2024. D'abord, la cartographie a été mal faite, de sorte qu'il y a des zones où il y a des Ivoiriens qui veulent s'inscrire. Il n'y a pas de centre d'enrôlement. Il y a des zones où on met des centres d'enrôlement, personne ne les visite. On a mis la limite d'âge de la RLE 2024 au 1er mars 2007, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés avant le 1er mars 2007, c'est ceux-là qui pouvaient s'inscrire sur la liste électorale. Mais et ceux qui sont nés entre le 1er mars 2007 et le 25 octobre 2007, qui auront 18 ans au jour de l'élection, eux-là, à quel moment ils s'inscrivent? Donc, il y a un problème. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu des zones où les tablettes ne marchaient pas, alors que les électeurs étaient là. On nous avait promis qu'il y aurait des tablettes de rechange. Il y a un problème. La CEI n'est pas à sa première organisation de RLE. Pourquoi c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent? Donc, vraiment, nous pensons que c'est beaucoup plus une question de mauvaise foi. En effet. Alors, vu qu'on en parle, effectivement, il faut dire que pendant la RLE ici, dans les pays européens, on avait ce problème-là. Les pays scandinaves, là où se trouvent nos concitoyens ou nos compatriotes ivoiriens, ne pouvaient pas se faire enrôler parce qu'on leur demandait de passer en Allemagne ou de venir en Allemagne pour se faire enrôler. Donc, pour des problèmes financiers ou pour des problèmes de logistique, de déplacement et tout, ils n'ont pas pu se faire enrôler. Alors, on a signalé ce problème à la CEI. On espère que les prochaines fois, la CEI trouvera des solutions adéquates on devait pour pallier à avoir ce des problème. centres d'enrôlement dans chaque ambassade et dans chaque consulat. Le personnel qui est là-bas, là, ils font quoi? C'est sur une période bien déterminée. On ne peut pas avoir 197 pays dans le monde et puis on va venir nous dire qu'on a mis des centres d'enrôlement dans seulement 21 pays à l'extérieur. Ça répond à quoi? Et les autres pays? Effectivement. C'est pas sérieux. Alors, il faut rappeler que la CEI est aussi à une dotation de 27 milliards de nos francs CFA. Donc, cette dotation, à quoi est-ce qu'elle sert? Bon, on verra par la suite. Alors, n'hésitez pas à... 2025, c'est pour la RLE 2025. Sinon, ça varie selon les années. C'est pour la RLE 2025 que 27 milliards ont été votés. Et la RLE maintenant, quand on parle de liste électorale, une liste électorale, c'est pour faire le point
de ceux qui peuvent aller participer aux élections. Ce n'est pas un En recensement effet. général de la population pour qu'on la mette après une élection importante. Ça veut dire quoi? En effet, en effet. Alors, merci pour toutes ces précisions. Alors, bien sûr, on parle d'élections. Alors, en tant que responsable de mouvement de société civile, quel est votre regard sur le bilan du parti en place? Alors, effectivement, il y a eu cette édition Une de voix. la... Ici, la voix, Alors, nous la avons, voix, allez-y, allez-y. nous avons un intervenant qui souhaiterait intervenir. Mais est-ce qu'il ne serait OK. pas bien qu'on OK. finisse avec cette question d'abord? Alors, Bon, si je m'excuse l'intervenant nous le permet, d'interférer dans l'opposition, dans l'émission. Ce n'est pas à moi d'en décider, allons-y. en effet. Alors, est-ce que l'intervenant nous reçoit? Est-ce que c'est bon? Oui, je suis prêt. Bonsoir, vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend, on vous entend. Allez-y. Oui, j'aimerais dire bonsoir à toute l'équipe de TPT. Aussi dire bonsoir à l'invité qui est vraiment hors norme, Madame Chéri. Bonsoir, monsieur. Du coup, j'ai une question à deux volets. En tout cas, nous saluons le travail qui est fait du côté de la société civile en Côte d'Ivoire, et toutes les femmes fières en Côte d'Ivoire. J'ai une question à deux volets suite à son introduction. Elle a énoncé que le pouvoir faisait, elle a énoncé mauvaise foi en parlant de la révision de la liste électorale et en faisant allusion au gouvernement. Donc, la mauvaise foi, qu'est-ce qu'elle en sait, qu'est-ce qu'elle en dit et qui fait preuve de mauvaise foi concrètement, qu'est-ce que c'est la mauvaise foi? Donc, le mot est un peu gros, donc on aimerait plus de détails. Et bon, je pense que le deuxième volet de ma question, il concerne vraiment le thème, hein, c'est-à-dire qu'on a entendu parler de le CAP pour l'alternative. Donc, bon, en tant que mouvement de société civile, qu'est-ce qu'ils sous-entendent lorsqu'on sait qu'il y a des appels comme l'appel de Beaunoir et que normalement l'opposition devait faire un bloc? Et est-ce que MF ferait partie de l'opposition? Donc, merci, c'est ma question. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Alors, pour résumer, notre intervenant, il a parlé de mauvaise foi. Vous avez cité mauvaise foi tout à l'heure dans votre réponse par rapport à la CEI. Alors, pour vous, où est-ce que se situe la mauvaise foi et qui en est le responsable? Et le deuxième volet, je crois, c'est par rapport à la nouvelle coalition CAP Côte d'Ivoire. Il dit qu'il y a eu l'appel de Beaunoir. Donc, pourquoi encore passer de l'appel de Beaunoir à CAP 2025? Donc, pour vous, qu'est-ce que cela représente au fait? OK. Par rapport à la CEI, j'ai parlé de mes mauvaises foi et je pèse mes mots. Parce que la CEI est censée être indépendante. On dit commission électorale indépendante. Mais elle a prouvé qu'elle n'est pas indépendante. Parce que même pour décider de la période de la révision de la liste électorale, on dit le gouvernement décide. Donc la CEI propose et c'est le gouvernement qui décide. Et par rapport au fait qu'elle a de l'expérience, elle devrait savoir qu'il est important pour tous les Ivoiriens en âge de voter de s'inscrire sur la liste électorale. Donc, si elle était de bonne foi, elle respecterait les révisions annuelles parce que c'est la loi qui le dit. Elle est là pour appliquer cette loi-là. Elle ne l'a pas fait. Et elle ne l'a pas fait à répétition. Et elle continue de ne pas vouloir le faire. C'est pour cela que je parle de mauvaise foi. La deuxième chose par rapport à son expérience, connaissant toutes les étapes qu'il faut dans le cadre de la révision de la liste électorale, c'était à elle de s'organiser pour que cela soit possible annuellement. Donc, par rapport à l'expérience qu'elle est censée avoir, si elle n'arrive pas à canaliser les RLE dans une année qui part du 1er janvier au 31 décembre pour les mettre à cheval sur 2 années, nous, on dit que c'est de la mauvaise foi parce que c'est une question de volonté et c'est une question d'organisation. Par rapport à la nouvelle coalition de l'opposition, il y a eu l'appel de Beaunoir. Un appel, on y répond ou on n'y répond pas. Donc, ce n'est pas à moi de dire pourquoi les gens n'ont pas répondu à cet appel. C'est ceux qui n'ont pas répondu là qui doivent répondre. Toujours est-il que, par rapport aux impératifs de cette élection, une unité d'action de l'opposition s'impose autour des questions d'intérêt
commun. Il est dans l'intérêt de toute l'opposition, quel que soit le parti, que les conditions de ce scrutin-là soient crédibles. Et il est dans l'intérêt de nous qui sommes de la société civile que ces conditions-là aussi soient crédibles pour ne pas que le choix du peuple ne soit pas respecté. Donc, si on veut que les conditions-là soient crédibles, si les différents appels n'ont pas pu réunir le nombre de partis souhaités, il est tout à fait normal que d'autres initiatives soient prises pour ratisser plus large. Donc, voilà. Donc, dans cette coalition-là, on nous dit qu'il y a 25 partis. Ce que moi, je ne sais pas combien de personnes ont répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo qui a été lancé le 14 juillet, mais je sais que pour l'appel, le groupement qui a été créé à l'initiative du MGC, il y avait déjà une quinzaine de partis. Maintenant, on nous dit que pour cette coalition, il y a 25 partis. Donc, c'est tant mieux si les gens sont de plus en plus nombreux à se mettre ensemble. Voilà. Maintenant, pour les autres questions, là, c'est aux acteurs eux-mêmes de répondre. Mais ce que nous, on dit, c'est que l'unité d'action de l'opposition est essentielle et il faut encourager tous les regroupements qui pourraient permettre de discuter des questions d'intérêt commun. En effet. Merci pour toutes ces précisions. Alors, effectivement, nous étions sur le point de vous poser la question avant qu'on ait l'intervention de notre téléspectateur. Alors, on disait que, tiens, nous sommes en 2025 et effectivement, c'est une période électorale. Alors, quel est le bilan que nous faisons du pouvoir en place? Alors, sans toutefois oublier que ces jours-ci, il y a eu l'édition de France 24, pointant du doigt l'inégalité au niveau de la redistribution des richesses en Côte d'Ivoire. D'un côté, nous avons une partie qui profite de la richesse du pays et de l'autre côté, nous avons une partie qui est en souffrance. Donc, cette inégalité, qu'est-ce que vous dit exactement ou quelle est votre perception face à cette population qui s'appauvrit de jour en jour en Côte d'Ivoire, qui se précarise même de jour en jour en Côte d'Ivoire et le bilan du pouvoir en place? Bon, nous, on est dans le peuple et on est du peuple. On vit au quotidien les réalités des Ivoiriens. Quand vous dites une partie qui profite, une partie qui souffre, vous êtes même trop gentil. C'est une majorité qui souffre et une minorité qui profite de tout et même sans respecter les lois. Donc, si on nous demande de faire un bilan, vraiment ce bilan-là, pour nous, il est très négatif parce que nous avons régressé dans notre niveau de vie en Côte d'Ivoire. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Et quand vous parlez de précarisation, le mot est vraiment bien choisi parce qu'on est rendu de plus en plus pauvre par le gouvernement lui-même. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que tous les secteurs d'activité sont gangrénés par la corruption. Mais vraiment une corruption à tous les niveaux. Quand on ne respecte pas les lois, là, c'est une forme de corruption. Ça porte atteinte aux droits.